up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission, 8e épisode d'une émission qui s'appelle Parole, que nous avons créée, construit avec mes confrères, mes comparses, Jules de la chaîne Les Gardiens du Cinéma et Valérian de sa chaîne Cinefiles. Donc ça fait donc un certain temps qu'ils sont là et on essaye de disséquer, questionner un petit peu certains films, pas forcément en phase avec l'actualité, que ce soit des sorties DVD ou des sorties cinéma. Voilà, on essaye de comprendre un peu tout ça. C'est un peu égoïste aussi parfois, parce qu'il y a des films qu'on a envie de revoir et partager. Et donc, c'est le propre de ce 8e épisode qui est assez particulier. Comment allez-vous, Jules, Valérian ? Parfaitement, écoute, comme une journée où on va parler de très bons films. Donc, ça va très bien. Merci encore, Samir, de faire perdurer cette émission. Voilà, c'est pas facile de garder le rythme, mais on est là. Oui, on a besoin un peu de discuter de tout ça, c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai qu'on en est au 8e épisode et j'ai envie de vous dire que c'est pas mal quand même. C'est pas mal de rester encore de garder le cap. Nous allons parler de trois films. L'un qui est sorti en 1922, qui s'intitule Nosferatu, le film réalisé par Murnau, immense film, connu, chef-d'œuvre, classique. On va en parler, on vous expliquera pour quelles raisons. Second film, La lettre inachevée de Mikhaïl Kalatozov, un film qui est sorti en 1960 et qui a été réédité récemment, qui est ressorti en salle récemment, depuis le 2 mars, si je ne me trompe pas, on voulait en parler. Et le troisième film, là, on est un peu en retard, certes, on arrive peut-être à la fin de la bataille, mais c'est pas grave, on voulait quand même, pour le coup, aussi dire des choses sur ce film-là. C'est The Batman, le dernier film de Matt Reeves, qui est connu pour avoir fait Cloverfield et d'autres films tels La planète des singes, enfin les 2 films de La planète des singes, mais en tout cas, on voulait en parler, et ce film est sorti il y a quelques semaines de cela, il a fait parler, il continue de faire parler, et nous, on l'a vu, et ce film, nous a parlé. On en parlera un peu plus tard. Voilà. Mais avant de commencer, sachez une chose, les liens des chaînes de Jules et de Valérian sont dans le descriptif de cette émission. Donc, je vous invite à y aller et à regarder leurs vidéos et vous vous apercevrez que Valérian est le doyen pratiquement du YouTube Game. Voilà. Pratiquement. Pratiquement. Nosferatu, ce film date de 1922 et c'est Valérian qui l'a choisi. Pourquoi ? Explique-nous pourquoi tu voulais qu'on parle de ce film absolument. Alors, je l'ai choisi parce qu'il s'agit d'un film qui fête son 100e anniversaire. C'est un film qui est très connu parmi les cinéphiles et qui a eu une influence majeure dans l'histoire du cinéma. C'est un film aussi qui me plaît beaucoup parce qu'il appartient à une époque où le cinéma allemand était devenu complètement fou. Il était devenu complètement fou parce que c'était un cinéma qui sortait de la guerre, d'un certain nombre d'épreuves pour le pays, et ça s'est retrouvé dans toutes les formes d'art en Allemagne, et ça a été attrapé un moment, un peu plus tard, par le cinéma. Et le film Nosferatu a été une sorte d'hybride un peu étrange, déjà un petit peu, faux ou illusoire, puisqu'il s'agit d'une adaptation du Dracula Bram Stoker, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour acquérir les droits, donc ils ont fait une histoire similaire en changeant des noms. Donc l'histoire d'un notaire qui va dans les Carpates pour rencontrer le comte Orlok, je crois, pour lui vendre une maison, mais le comte Orlok voit une photo de la fiancée du notaire et a bien envie d'aller dans la ville pour essayer de la mordre. Voilà, donc il y a plein de péripéties, d'aventures.
Et ce film est vraiment dans une sorte de frontière assez étrange et ce qui en fait pour moi une sorte de montagne insaisissable, quelque chose qui est tellement un monument que j'ai du mal à savoir comment je peux l'aborder, comment je peux l'apprécier, en parler, et en même temps quelque chose d'assez insaisissable parce que, il est, entre presque le cul entre 2 chaises. Il est en même temps, dans beaucoup de décors en milieu naturel, bah, justement, à une veine naturaliste et il a à côté un traitement de ces personnages, de leur psychologie qui correspond totalement à l'expressionnisme allemand, à ce courant, culturel, poétique, théâtral, pictural et après aussi cinématographique et le fait qu'il soit un peu entre 2 lui donne vraiment un statut tout particulier. Je ne le mettrai pas entièrement comme ça, trop facilement dans l'expressionnisme. Même je crois que Murnau ne se défendait d'être appelé, en tout cas, comme Fritz Lang d'ailleurs, or c'est souvent ce qu'on cite le plus facilement, en tant qu'expressionniste. Donc ça donne vraiment au film une drôle d'allure et finalement quelque chose d'insaisissable, mais qui continue à être commenté parce que les gens ont envie de percer un peu ces mystères, de comprendre davantage le film et de savourer les nombreuses images marquantes que le film possède. C'est ça, et il y a quelque chose aussi d'assez fascinant que j'oublierai jamais, et qui me rappelle aussi qu'il y avait eu une espèce de, non pas de remake, mais un film qui avait été réalisé dans les années 90, je crois, si je ne me trompe pas, qui s'appelle ça, avec voilà, Kinski, ouais. Voilà. Non, non. Un autre En fait, encore? non, je parle des années 90, un film qui s'appelle L'Ombre d'un vampire, qui revient sur le tournage du film, D'accord. du film Nosferatu. Et en fait, il y avait eu, tu sais, il y avait eu une espèce de rumeur comme ça qui avait été lancée par Ado Kirou, je crois, dans les années 50 ou 60, et qui disait, ou peut-être un peu avant, bref, ça c'est à vérifier, et qui disait à Dokiru, il disait que Max Schreck, donc l'acteur qui joue le rôle de Nosferatu, en fait c'est vraiment un vampire. Et à l'époque, il savait bien rigoler. Et donc, c'était une rumeur comme ça qui circulait pour faire rire les fins de soirée. Et donc, il y a un cinéaste qui s'est emparé de cette rumeur, qui en a fait un film qui s'appelle L'Ombre d'un vampire, dans le rôle de Max Schreck, Willem Dafoe. Et dans le rôle de Murnau, c'est ce grand comédien un peu foufou. Je me souviens plus. C'est pas Jeremy Irons, c'est John Malkovich. Et donc, dans ce film-là, tu vois Willem Dafoe qui joue le rôle de Max Schreck, qui en même temps joue le rôle de Max Schreck jouant Nosferatu, parce que quand tu vois des images de Max Schreck, il ne ressemble pas du tout à Nosferatu. Heureusement, c'est un comédien. Et tu vois que Willem Dafoe est vraiment dans l'insistance, dans l'excès. Et en fait, pour tout ça, pourquoi je parle de ce film-là pour parler de Nosferatu? Parce que ce qu'ils n'avaient pas compris, en tout cas ceux qui ont voulu travailler sur la rumeur, c'est que, s'ils n'avaient pas compris, peut-être ils l'avaient compris, mais Nosferatu existe parce que, comme tu l'as très bien dit, l'Allemagne vit à ce moment-là quelque chose d'effrayant, d'horrible. Il y a, on est dans l'entre-deux-guerres, ça va pas du tout en Allemagne. Il y a eu la grippe espagnole aussi. Il y a les mots comme ça qui se sont gangrénés à cela. Et en fait, les films qui en découlent, ce sont des films qui montrent, comme disait un critique de cinéma sur Criticat, que l'Allemagne, progressivement, doucement, mais sûrement, va vers le mur. Et le mur, c'est Adolf Hitler. Et donc, c'est ça, c'est le fascisme, c'est Adolf Hitler, c'est tous les trucs en isme, et c'est ce qui donnera après ce que nous savons. Et c'est ça qui est assez intéressant. Alors que dans L'Ombre d'un vampire, on était beaucoup plus sur une espèce de parabole grand guignolesque de je ne sais quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît dans Nosferatu, et qui en fait que c'est un film complètement intemporel, c'est qu'à partir du moment où c'est un film qui dit comment le mal progresse, c'est un film qui peut parler à toutes les sociétés et à toutes les époques. Et jusqu'à aujourd'hui, revoir Nosferatu après avoir vu un film comme The Batman, ça me parle beaucoup. Parce que finalement, je vois dans Nosferatu non pas le mal incarné, mais, comment dire, je vois quelqu'un qui a la possibilité d'incarner ce mal parce que la société dans laquelle il vit lui donne cette possibilité-là. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse aujourd'hui
du haut de mes 45 ans, quand je vois Nosferatu, c'est cette société-là, c'est comment cette société-là donne cette possibilité à des personnes comme Nosferatu, ou plus tard, ou plutôt, je ne me rappelle plus, à Mabuse, qui est un autre personnage vraiment passionnant à étudier. C'est ça. C'est donc, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond, c'est la société qui, pour des raisons économiques, sociologiques, historiques, font que, il y a comme ça des personnages qui sortent du lot et qui vont créer et qui vont incarner des aspects du mal. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Nosferatu. Ajouter à cela un regard quand même assez romantique de la part de Murnau là-dessus. Le romantisme, c'est quand même quelque chose de tragique, d'effrayant. C'est ça le romantisme allemand. C'est pas quelque chose de savoureux, de nuancé. C'est un truc c'est autre chose. C'est une autre paire de jeux. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'y ai jamais vu réellement un film effrayant, mais plutôt un film qui se ferait un chemin vers quelque chose qui nous montre que la société, finalement, peut donner cette possibilité-là. Et je suis désolé, je veux dire, aujourd'hui, il y a encore cela. Et donc, on continue encore d'être entouré par des Nosferatu qui sortent la nuit et qui ont peur du jour. Et qui aiment bien, effectivement, prendre l'ADN, sucer le sang comme ça de certaines personnes, certaines victimes, alors qu'autour de ces personnes-là, qui sont censées être au courant de ce qui peut se passer et qui ne font rien pour, et qui laissent finalement les choses se faire. C'est très effrayant cette résonance avec l'actualité d'aujourd'hui quand je vois Nosferatu. Vraiment, pour le coup, pour l'avoir revu pour préparer cette émission, ça a été un peu particulier. Je me suis dit quand même, là, il y a quelque chose qui est assez flippant. Voilà. Complètement. Est-ce que toi, Jules, il y a quelque chose peut-être à rajouter par rapport à ce film ou parce que c'est un film vraiment c'est vrai qu'on a beaucoup écrit, beaucoup dit sur. Mais est-ce que c'est tu veux rajouter quelque chose ou tu veux qu'on passe au suivant? Non, moi il y a des choses que j'aimerais dire peut-être au moment où on parlera de Batman, parce que quand on parlera de Batman, obligatoirement en fait, Nosferatu est une des influences, je pense. En tout cas, ne serait-ce que le personnage du vampire en lui-même de Dracula en général, qui a cette double identité. Et dans ce rapport entre la double personnalité, si je puis dire, entre là c'est le personnage de Uther, donc qui est Harker dans la version de Bram Stoker, et donc le personnage du Dracula, où on pourrait dire que c'est une seule et même personne, mais on va dire deux versants d'une même pièce. Parce qu'il y a un rôle très enfantin d'un côté, juvénile, qui est aussi asexué, je pense au personnage de Uther, et de l'autre, le personnage qui est sexuellement très actif, qui est dominateur aussi, et voyeuriste aussi. Et donc, c'est quelque chose qui, quand on va arriver au moment de The Batman, quand on va en parler, je crois, va avoir un certain écho, je crois, et notamment avec cette question de l'ombre aussi. Et également, j'y pensais aussi sur cette question de la vue obstruée, vampirisée peut-être, qui anime tout le film de Matt Reeves, mais aussi celui de Murnau, parce que Murnau joue sur ces images vignettées, où on a comme à partir de l'arrivée de Uther dans la demeure d'Orlok, enfin juste avant, on a ce moment où il l'emmène en calèche et qu'il le dépose devant. Lorsque Uther descend de la charrette de Orlok, on a à partir de ce moment-là ces vues en fait vignettées, comme si on avait mis du noir autour pour former un cercle, comme s'il y avait l'iris qui s'ouvrait et se fermait, comme dans l'âge d'or du cinéma muet justement. Et on aurait une vue comme ça perturbée, vampirisée, une vue qui appartient à un observateur voyeur qui peut être celle du vampire aussi. Donc, je crois qu'il y a ça à dire. Et en effet, tu as tout à fait raison, Samir, lorsque tu parles de l'actualité et de cette manière dont le mal évolue aussi et avance. Parce que dans cette version de Murnau, en fait, la peste est associée au personnage de Dracula. Et en fait, on n'arrive pas à démêler véritablement qui fait le mal, en fait. Entre ces deux entités, elles sont complètement liées. Les morsures ainsi que les marques de la peste en fait sont les mêmes choses et finalement les symboles se rapprochent, se confondent,
le rat et, je dirais, le vampire, la chauve-souris ne font plus qu'un, et ils voguent ensemble, et ils contaminent ensemble, et ils ne laissent que le vide dans ce qui est une des scènes les plus fortes du film, je crois, avec ce moment où on a les portes marquées par des croix, et aussi ces grandes rues vides, avec les annonces d'un homme qui joue du tambour et qui demande à tout le monde de rester chez soi. Donc il y a ces scènes qui sont très fortes et qui font un écho, tout comme aussi, je crois, cette question de notre rapport au cinéma en général, puisque ce film de Murnau est, je crois, une sorte de métaphore aussi. En tout cas, on est en train de passer dans un autre monde, et lorsque l'on est un spectateur et qu'on se rend dans une salle de cinéma, on passe dans un autre monde, avec notamment, on pense à cet intertitre lorsque Uther passe le pont, et où il y a marqué il passe le pont et vinrent à lui, et les fantômes vinrent à lui, les visions. Et donc, on a tout ce jeu comme ça, où on rentre en tant que spectateur dans un autre monde, comme le personnage qui rentre dans le monde des morts, des fantômes, et ce qui donc me fait dire aussi que nous, aujourd'hui, 100 ans après, puisque le film a 100 ans aujourd'hui, nous voyons la mort, en fait, à travers ce film, parce que tous ceux qui ont participé à ce film, tous ceux qui en ont fait l'expérience, même en tant que spectateurs, sont morts aujourd'hui. Et comme le cinéma est un art jeune, c'est quand même encore quelque chose qui c'est évidemment symbolique, parce qu'il y a plein d'autres films qui sont dans ce cas-là, mais le fait de se dire le chiffre symbolique 100 ans, un siècle, me fait cet effet-là. En tout cas, c'est vrai que j'y pense pas toujours, mais là, le fait de dire c'est un film qui a 100 ans, et un film de cet acabit-là, ce chef-d'œuvre, ce film qui fait toujours autant parler, transmet la mort autant parce qu'il raconte que parce qu'il est aujourd'hui un film qui a traversé les âges. Voilà. C'est drôle que tu dis ça, parce qu'à la fin de L'ombre d'un vampire, tu vois Murnau, donc aka John Malkovich, tourner la manivelle pour enregistrer donc, la dernière séquence du film Nosferatu, où l'on voit Nosferatu se faire tuer par la lumière, et donc et en même temps c'est Max Schreck qui meurt, parce que c'est un véritable vampire, et tu vois Murnau continuer à tourner la manivelle et à capter, à enregistrer cette mort en mouvement, et donc quand le personnage meurt ainsi que l'acteur, donc les deux meurent ensemble, tu as Murnau, donc Malkovich, qui dit ça y est, mon film est terminé. Je trouve ça assez intéressant avec cette connexion, et Cocteau le disait aussi bien que nous, si ce n'est mieux, que effectivement c'était filmer la mort en mouvement, la mort au travail, tout cela. Il y a un rapport au fantôme qui est assez passionnant. Je ne sais pas si Fantôme... Alors, juste rajouter que Nosferatu est bien évidemment extrêmement disponible, accessible sur beaucoup de plateformes, mais aussi... même YouTube. En DVD, et YouTube, parce qu'il est tombé dans le domaine public, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et il est sur Arte aussi pendant encore un mois, je crois. Donc, c'est là où je l'ai revu. Donc. Voilà, et en très très bonne copie, restaurée. Donc là, pour le coup, vous ne pourrez pas nous dire, mais nous ne savions pas où c'était, on ne l'avait pas vu. Il est partout. Nosferatu est partout. Voilà, on va terminer sur ça. Nosferatu est partout. Deuxième film, La lettre inachevée. C'est un film qui date de 1960 et qui est donc disponible depuis quelques semaines, depuis le 2 mars. D'ailleurs, je tiens à saluer Thierry Vidot pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Ce film est l'un des nombreux... Alors, je sais pas, il a une filmographie tellement importante et imposante, Mikhail Kalatozov. En plus des fictions, il y a aussi des documentaires. Bon, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas de lui. Et il y a au moins 3 films super connus, comme on dit, de ce cinéaste. Il y a d'abord Quand passent les cigognes, un film qui a été réalisé en 1958 et qui avait obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes de la même année. Nous avions aussi discuté d'un film qui était sorti quelques années après, en 1964, mais qui a surtout été réhabilité, vu autrement, différemment, dans les années 90-2000, si je ne me trompe pas. C'est Soy Cuba, qui est aussi disponible. On en avait parlé dans la précédente émission, je crois, de Parole, si je ne me trompe pas. Et il y a ce film, La lettre inachevée, qui était déjà disponible en DVD chez Criterion, et qui est en fait sorti entre les deux films. Il est sorti en 1960, qui était un peu inconnu comme ça pour certaines et certains qui n'avaient pas encore, qui connaissaient pas très bien cette œuvre-là. Et on l'a vu, on a fini par le voir, et
l'histoire est très simple, hein, comme chez Kalatozov, c'est tout simplement l'histoire de 4 personnes qui vont en Sibérie pour essayer de trouver des diamants. Ils se sont envoyés par Moscou, ces 4 universitaires géologues qui travaillent cet aspect-là. Et en fait, un des 4, avant de quitter sa campagne, lui promet de lui écrire une lettre. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, la lettre continue de s'écrire. Et puis progressivement, il se passe des choses entre les 4. Il y a des espèces d'histoires amoureuses. Il y a aussi, ça parle beaucoup aussi de déception, parce qu'à un moment, il pense avoir atteint l'apogée, mais il se passe quelque chose aussi d'incroyable. Et puis il y a un 5e personnage qui les rattrape et dont il s'y attendait pas. C'est tout simplement la nature, en l'occurrence. Et puis plus on avance dans le film, plus ça devient une espèce de film d'horreur. Et on aurait même l'impression qu'on était un peu dans l'espèce d'Apocalypse Now, très conradien. Et puis c'est un film juste indescriptible dans sa manière d'être, mais plutôt dans sa manière de faire. C'est quelque chose qui est lié. J'ai toujours vu, moi, chez Kalatozov, une espèce de vertige incroyable. On ne peut pas... Enfin, j'ai cette impression que la caméra chez lui, elle est tellement vivante qu'on la sent. Quand, par exemple, dès le début du film, quand ils sont tous les 4, ils essayent de traverser cette espèce de marécage avec plein de feuilles, de branches autour d'eux. Tu sens que la caméra est en train de pousser les branches pour se frayer un chemin. J'ai rarement vu ça. Et quand on fait des recherches, on s'aperçoit que les 3 films en question, c'est-à-dire La lettre inachevée, Soi Cuba et Quand passe et cigogne, ont été captés par le même chef-op. C'est Ourossevski. Et en fait, et c'est pour ça que je suis extrêmement frustré, parce que j'ai très envie de voir les autres films qu'il a réalisés, Kalatozov, sans ce chef-op, pour voir comment est à ce moment-là la caméra. Parce que dans ces 3 films-là, quand on s'intéresse un petit peu à ce chef-op Ourossevski, on s'aperçoit que ce gars a travaillé sur le front russe, il a été opérateur d'actualité sur le front russe entre 42 et 43, ce qui veut dire quand même beaucoup de choses. Ça a un sens. C'est pendant la guerre, et qu'ensuite, il a théorisé une manière de filmer qu'il a appelée la caméra émotionnelle. Et c'est exactement ça quand tu vois ces 3 films-là. On est vraiment dans cela. La caméra émotionnelle, c'est que la caméra est tellement physique qu'on a l'impression qu'elle vit avec les personnages, qu'elle se ferait un chemin avec les personnages, qu'elle tourne autour des personnages. Elle a une capacité, cette caméra, à te malmener, à malmener le temps, à rendre vertigineux les choses, à aller à droite, à gauche. Tu te dis, mais c'est incroyable. En fait, elle n'a aucune limite. Cette caméra n'a aucune limite. Elle peut être partout. Elle est omniprésente. Et quand elle s'arrête pour écouter des conversations, elle a cette capacité à resserrer au millimètre près ces personnages, qu'elle enferme dans une espèce de bulle, et tu les vois discuter. Tu sens que les acteurs, quand ils sont en train de manger, ils ont du mal à manger parce que la caméra les serre au plus près. Et puis quand ils commencent à se déplacer ou qu'ils sont face à leur tragédie, là, à ce moment-là, la caméra, elle explose, elle les suit, mais elle tourne dans tous les sens. Je me dis à ce moment-là, qu'est-ce qui fait la force de ce cinéma? Est-ce que c'est le travail de binôme entre Kalatozov et Ourossevski? Est-ce que ça vient plus du chef-op? C'est ça les questions que je me pose, en fait. J'ai très envie de voir un peu ce qu'il a pu faire avant, ou ce qu'il a fait même après. Je crois qu'il lui restait encore, il a fait encore un seul film après ce film. La Tente Rouge. C'est ça, mais c'est pour voir comment étaient ces films avant, comment étaient ces documentaires. Parce que ces 3 films-là, vraiment, la particularité, c'est ce chef-op. Et moi, je me pose cette question. Je me dis, est-ce que après, il y a effectivement cette capacité aussi à vouloir construire et déconstruire des décors, à les malmener. Je vois bien, pourquoi pas. Mais moi, je retiens constamment de ces films-là. Sur Cuba, j'avais un peu plus de difficultés, on en avait parlé par rapport à l'aspect politique. Mais moi, ce que je retiens très souvent de ces films-là, c'est ce lyrisme qui est embarqué via une caméra qui est tellement physique, tellement présente, qu'elle m'en donne le tournis et que j'adore aussi, qui me plaît. Donc, j'adore, et en même temps, je suis dubitatif. J'ai envie d'en savoir davantage sur ce cinéaste-là.
Complètement, complètement. Moi, je suis du même avis que toi. Après, je reste impressionné par la narration parce que, évidemment, il y a la présence de ce chef opérateur qui est absolument extraordinaire et qui est considéré par certains comme le plus grand chef opérateur de tous les temps. Euh, mais c'est vrai que quand même, ça n'enlève rien au talent de mise en scène de Kalatosov, hein. Je veux dire, moi j'ai vu donc ces trois films-là, c'est les trois seuls films que j'ai vus de sa filmographie. Et en effet, même s'il y a ce chef-op, après c'est très dur de les dissocier parce qu'ils ont un travail très très fort et très en commun aussi. C'est un chef-op qui fait partie de cette lignée de chef-op qui ne sont pas que des techniciens, mais qui sont aussi de véritables artistes, comme tu le dis avec cette théorie de la caméra émotion. Mais c'est vrai que, en tout cas, la manière dont Kalatosov travaille le montage, travaille ses cadres avec son chef-op aussi, il inspire le vertige et aussi, je dirais, le bouillonnement. Parce qu'en fait, ce film, il est, structuré d'une manière assez étonnante, à savoir, on a ces lettres c'est l'écriture de ces lettres par le chercheur en chef de ce groupe de géologues, qui, en fait, rythme le récit. Au début, on est, avec un film qui suit les personnages. On est dans une forme d'attente, on est dans une forme de découverte. Il y a presque une sorte d'euphorie. Ils se disent, on va revenir en roi à Moscou, on va réussir notre expédition. Et de l'autre côté, en fait, on a ce chercheur qui écrit à sa femme, à qui il n'a pas écrit. Il y a quelque chose déjà de l'ordre du cachet, ou en tout cas de quelque chose qui annonce par la suite quelque chose qui va peut-être exploser. Et puis, il y a ces moments où, en fait, le chercheur commence à écrire ses lettres, et il y a des moments de cinéma qui sont absolument sidérants, où, lors de l'écriture de ces lettres, on entend sa voix qui lit ces mots, et à l'image, on voit, en fait, l'expédition avancer, enfin, avancer dans un sens où il ne trouve pas, mais en tout cas, il cherche, et on a ces surimpressions de la nature, et notamment, enfin, des éléments de la nature, et particulièrement du feu, qui viennent embraser avant que les relations entre les personnages et que la nature vienne s'en mêler. On a déjà à l'intérieur de la structure du film quelque chose de l'ordre de l'ironie, où en fait dès le début Kalatosov vient nous dire tout va s'enflammer, et il le fait d'une manière totalement virtuose avec l'aide de son chef opérateur à travers des jeux de ces flammes en surimpression et de ces personnages qui se déplacent en contre-jour. Et à la fois, on est très impressionné par la puissance de ces panoramiques, que comme tu le dis, c'est suivi. C'est là où il est devenu un maître, je crois, avec ce chef opérateur, des travelling latéraux, où il suit ses personnages et il met au premier plan la nature, toujours, et en second plan, le groupe de personnages qui marchent. Et il le faisait également dans Soikuba avec les différentes personnes qui narrent le récit, ou en tout cas qui en font partie avec ces différentes histoires. Et puis, il va faire éclater le récit. Tout d'un coup, en fait, on se retrouve dans des scènes où les personnages commencent à se diviser, alors qu'on a un groupe au début qui est soudé ou qui est filmé quasiment exclusivement ensemble, tous les quatre ensemble. On arrive à des moments en fait, où le groupe va se disloquer et où les personnages vont pouvoir avoir des relations deux par deux. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, des relations vont se nouer entre les personnages. Il va y avoir des histoires d'amour qui vont se nouer, notamment entre deux d'entre eux, où il va y avoir une véritable histoire d'amour. Et donc, cette histoire d'amour va faire naître des frustrations chez l'un d'entre eux. Et à partir de là, on va avoir en fait le début d'une explosion, avec notamment cette scène de pioche qui pourrait rappeler un peu Eisenstein, où ils vont commencer à creuser le sol, et ils vont creuser aussi, je crois, en leur fort intérieur. Et ils vont, c'est à partir de moment que là, en fait, on va dire la nature ainsi que, enfin, leur pulsion, puis la nature en général, va se mettre à exploser au ce moment où on a donc ces deux personnages dont l'un aime l'autre, mais l'autre ne l'aime pas, au fond du gouffre, que va naître à la fois la réussite de la quête, mais en même temps le début de la fin. Et je trouve qu'il y a une forme de puissance vraiment qui se dégage de ça, parce que c'est une structure filmique qui peut paraître ambivalente, justement. Et j'aime beaucoup cette approche. Tu parles de creuser dans leur intérieur, moi je dirais qu'ils creusent leur tombe. Exactement, oui, aussi. Ils creusent leur tombe.
Et quand Samir, tu dis que des fois on sent vraiment la caméra, il y a justement un moment dans cette scène de creuser que la femme repousse l'homme et j'ai l'impression vraiment que là la caméra était aussi trop proche et on repousse la caméra vraiment. Par moment la caméra on la sent. Il y a une scène qui m'a fait un peu cet effet-là où je ressentais beaucoup trop la caméra, c'est la scène où la femme a perdu connaissance, elle est morte. Et là, j'ai l'impression d'avoir revu cette subjectivité de Vampire de Dreyer où on filme le ciel depuis les yeux d'un mort. Moi, ça m'a. Enfin, avoir la subjectivité d'un mort, ça, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films. Mais là, c'est vrai que c'est un truc qui est assez effroyable où on voit l'homme porter la femme et on se dit, bah, on va s'arrêter là. Et non, on nous montre aussi quelque chose, une vision, une image presque abstraite, mais qui est la vision de l'œil fini de la femme. Ça c'est un truc qui m'a assez... le rapport, en fait, à son environnement, via ce regard, mais via aussi ces vues comme ça d'ombre chinoise, on revient un peu à la primitivité, aux éléments, à quelque chose de... Vraiment, le cinéma primitif. Le rapport à la Terre et le cinéma primitif, avec l'homme contre son environnement. Une chose d'ailleurs qui est vraiment très actuelle, puisqu'on a cette scène, alors désolé pour le pont et le parallèle que je vais faire, hein, peut-être pour les gens auxquels le sujet est sensible, mais des gens qui se retrouvent dans la forêt en feu et qui ne savent pas trop quoi faire et qui sont un peu paniqués vis-à-vis d'une émission de radio mais auxquels ils ne peuvent pas répondre, qui leur dit que félicitations, vous êtes l'élite de la nation, vous avez mené à bien vos objectifs et tout ça. Ben, moi, c'est un petit peu ce que je ressens de ce qui se passe en Ukraine, en fait, où on a l'impression que la Russie a gagné sur tous les fronts et les soldats sur le terrain se font piéger toute la journée par les Ukrainiens. Et cette espèce de discours presque pas inversé, mais de contraste, en fait, moi, je le retrouvais au moment où ils sont en train de courir dans la forêt en feu et qu'on a cette radio qui a un discours complètement... C'est un décalage total. Là, moi, j'avais l'impression d'avoir ce qu'on a en ce moment entre tout ce qu'on nous dit en médias et finalement les retours de terrain et les nombreuses vidéos de choses affreuses que nous pouvons voir qui sont vraiment aux antipodes. À cela, je rajouterais aussi que je te remercie, Jules, de nous avoir suggéré ce film. Moi, je ne connaissais que Soy Cuba. Et avec ce film, ça m'a fait rendre compte de certains éléments que j'avais beaucoup aimés dans Requiem pour un massacre. Comme quoi je reparle encore de guerre. Mais Requiem pour un massacre, qui a aussi des mécanismes de mise en scène, notamment les gros plans. Les plans, tu sais, centrés. À un moment, il y a la fille qui est en train de crier sous la pluie. Je ne sais plus exactement ce qu'elle dit. On a un gros plan avec les lumières et les ombres qui passent sur elle. Oui, tu n'as pas le droit de rester silencieux. Ouais. Et tu as cette même impression d'émotion dans Requiem pour un massacre. Donc moi, ça m'a permis aussi de poser, de me rendre compte un petit peu jusqu'où on peut remonter, parce que quand j'ai vu Requiem pour un massacre, ça m'a beaucoup étonné la façon dont il filmait le rapport à la nature, quand il passe dans le lac et tout ça, ou même simplement ces gros plans. Et là, j'ai l'impression d'avoir trouvé peut-être un petit socle, une petite base sur lesquelles je vais essayer de travailler, de voir d'autres films, parce que, encore une fois, merci, parce que ça me donne envie de voir d'autres choses de cet homme-là. Donc là, ça me fait 2 films de Kalatozov. Comme Samir, j'ai envie de voir si l'énergie que dégage le film est issue du chef-op, ou Kalatozov a vraiment des idées folles et a trouvé un merveilleux de jeu avec la caméra. Donc ça, c'est une enquête en cours pour découvrir et apprécier ce cinéma. Moi, j'aimerais bien surtout aussi découvrir ce qu'il a fait en termes de documentaire. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je sais que l'école documentaire russe est une école intéressante dans leur manière de questionner comme ça leur société sous l'emprise en plus dictatoriale et comment traverser
comment essayer de contourner tout cela. Ça m'intéresse beaucoup et il faudrait vérifier ce qui est accessible ou ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, il y a un troisième film que tu pourrais voir de lui et qui est dans la même lignée, c'est Quand passe les cigognes, si tu ne l'as pas encore vu. Non, Donc, il y a de cela. Le film est... je ne sais pas si le film est disponible en DVD, mais en tout cas... oui, il est disponible parce qu'il était ressorti en salle, donc je pense que c'est Potemkin aussi qui l'a réédité. C'est Potemkin, exactement. Je sais que Criterion l'avait déjà réédité à fut un temps. Le film est encore disponible en salle, pas sur toute la France malheureusement, donc il faudrait vérifier sur les sites spécialisés pour connaître les séances. Mais je répète, c'est La lettre inachevée de Mikhail Kalatozov et c'est vraiment un film que nous vous recommandons énormément. Allez le voir, il est vraiment, vraiment passionnant. Troisième film, et non des moindres, un film qui date d'aujourd'hui, 2022, qui a été extrêmement attendu, surtout par les fans de comics. C'est une énième adaptation, une énième version de The Batman. On avait tellement oublié qu'il était détective à la base, et bien là, pour le coup, on retrouve le détective. The Batman, signé Matt Reeves. The Batman, dans le rôle titre, Robert Pattinson. Jules, alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Hop, tu me parles, pardon, je t'ai pas entendu. Non, je te jure. Je te disais, Jules, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? On va dire que déjà je partais dans une attitude un peu pédante parce que je me dis encore un film de super-héros, en plus encore un film Batman, enfin je veux dire on va dire que j'étais pas très intrigué et en même temps je me disais Matt Reeves, pourquoi pas, ce cinéaste qui a quand même coécrit le scénario de The Yards, qui a fait La planète des singes, qui a fait Cloverfield, en tout cas des propositions de cinéma à chaque fois qui ressortent à Hollywood et je me suis dit allez pourquoi pas. Et donc, je vais voir ce film et dès l'introduction, j'ai été complètement happé par ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu, en fait, une proposition, tout simplement. C'est-à-dire un film qui cherche à aller plus loin que d'être, on va dire, un contenu de flux, mais qui cherche aussi à élever son spectateur, je crois. Et en plus des énormes, on va dire, influences, références qui jalonnent le film, on a un véritable personnage qui est développé, on a une véritable intrigue qui est développée, et un véritable sens de la mise en scène surtout, qui fait extrêmement plaisir à voir dans un blockbuster. En tout cas, moi, ça m'a profondément happé. Et il y a énormément de choses à dire sur ce film. Mais qu'en avez-vous pensé, vous, chers messieurs? Bah, écoute, moi j'aimerais bien que Valérian nous le dise parce que on devine un peu ce qu'il a pensé du film. Ça pourrait être intéressant. Vous ne pouvez pas deviner. Non, je suis dans une phase, puisque j'écris aussi ma critique pour ma chaîne, je suis dans une phase où je refuse un peu le film, où je prends les arguments qui vont contre le film et j'essaie de voir un petit peu leur valeur et leur consistance. Donc là, je suis plus sur une forme de rejet, mais en sortie de film, j'étais assez content. Après, il y a des choses que j'aurais à redire sur plus des ordres de structure. Hein. C'était pas non, la vie globale était bien. Je trouvais que on avait cette fois-ci un Batman qui était j'allais dire recroquevillé sur lui-même. C'est un peu l'idée, c'est que finalement là, Bruce Wayne est le costume de Batman. On a une inversion. C'est là où ça se distingue complètement de chez Nolan. Le Batman a beaucoup plus de présence que dans n'importe quel autre film de son personnage, et là où Bruce Wayne n'est qu'une coquille par lequel l'être ne peut pas vraiment s'exprimer, parce qu'il y a les conventions sociales, il y a le poids de l'héritage, il y a aussi la bienséance, et on sent que l'interprétation de ce personnage dans le cadre de ce film-ci l'empêche de faire quoi que ce soit. Et quand il est Batman, eh bien, on sent qu'il a vraiment beaucoup moins il a plus de marge de manœuvre, il est en meilleure interaction, parce que pour une fois, dans un film Batman, on a un personnage, un super-héros qui a une interaction avec la population de Gotham, là où dans les autres, c'était extrêmement peu. Il avait des interactions avec des criminels, alors ça, il y a un n'en pas douter, mais avec la population de la ville, c'était réduit en peau de chagrin. Ici, on a quand même des choses qui sont assez inédites, notamment la relation avec la police de Gotham, donc avec une institution.
Et ce qui m'a aussi plu et en même temps, comment dire, un peu surpris, c'est qu'on a finalement aussi beaucoup de défiance vis-à-vis des instances, de l'autorité et oui, et du gouvernement de la ville, mais aussi plus généralement du gouvernement du pays, donc des États-Unis. Ici, on a un personnage qui se définit par le meurtre je crois, d'un procureur, du maire de la ville, donc de personnes qui représentent l'autorité et qui représentent aussi politiquement le pays, dans la ville, Gotham étant bien sûr l'extension du pays. Et tout comme ses parents et les familles de Gotham en général, qui ont fondé la ville, et donc de son père qui était le maire de la ville aussi. Donc là, c'est là où moi je trouve c'est plutôt intéressant. On a un personnage, donc un criminel, qui s'oriente volontairement sur une défiance de l'autorité, une sorte de, comment dire, c'est là où, tu vois, je t'avais filé, Jules, le papier de Jean-Michel Frodon qui parlait de populisme. Et là, je dois avouer que je suis plutôt d'accord avec lui quand il disait que justement le film et ce méchant-là nous pousse presque la population à s'élever contre, bien sûr, la population qui ne veut pas respecter les règles et toutes les lois qui régissent un peu l'ordre, mais qui pousse la population pour se rebeller contre l'autorité. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inédit. On n'est absolument pas sur du terrorisme bête et méchant comme on était chez Nolan. Là, on est vraiment sur un être qui utilise Internet pour envoyer son message et convaincre ou persuader l'émotion ou des arguments factuels, que les gens qui nous gouvernent sont complètement corrompus jusqu'à la moelle et incitent les gens à prendre les armes. C'est quand même assez terrifiant de proposer ça dans le film, pour attaquer les gens qui veulent se présenter pour pas gouverner la ville. Et c'est là où moi je trouve le film, il a quelque chose de très très fort et de très actuel, où il y a tout d'un coup on invite la population à faire la révolution. Et, enfin, moi, il y a quelque chose, je me dis, le film, il va quand même dans ces directions-là. Alors, ça peut être très délicat à traiter, mais c'est aussi quelque chose d'assez inédit. Hein. C'est pas du tout le méchant et les gentils. Là, c'est le méchant qui incite les gens à... Et du coup, Batman, il se retrouve emmerdé parce que bah, lui, il est là pour défendre la vie. Et là, il doit presque se battre contre les gens qu'il est censé protéger. Mais c'est des gens qui sont faibles aussi psychologiquement, qui considèrent que ils ont peut-être un poids et qu'ils ne peuvent pas se fier. Encore une fois, se fier, il y a une perte de confiance dans ce film-là. Et c'est là où Batman se rend compte qu'il doit lui-même inspirer la confiance, parce qu'au début du film, ce n'est pas le cas. Après l'interaction qu'il a eue avec un gang qui sort tout droit de The Warriors de Walter Hill, eh bien, il y a ce pauvre gars qui s'est fait agresser, qui lui ne veut même pas que Batman l'aide. Il a peur qu'il se fasse tabasser. Donc il y a une vraie peur en fait de l'autorité, des figures d'autorité dans ce film-là. Et l'envie aussi bien de Gordon que de Batman, c'est que les gens aient de nouveau confiance, qu'il y ait un réenchantement de l'autorité, je trouve, dans ce film. Moi, quand je suis sorti de la salle de cinéma, la première fois, parce que je l'ai vu 2 fois, quand je suis sorti de la salle de cinéma, j'avais été très, très étonné de me retrouver devant un objet de cinéma qui, quand même, pose des questions intéressantes sur cette société américaine, un peu aussi, même celle que nous vivons, nous, en France, mais en empruntant des connexions avec une autre période que nous avons vécue, qui est celle des années 90. Moi, j'avais l'impression de retrouver dans ce film-là des aspects d'un certain cinéma américain très glauque, très nihiliste, mais aussi, et j'en parlais avec Jules récemment, la littérature américaine, comme Bret Easton Ellis, même si ça a commencé dans les années 80, mais il y a comme ça toute une espèce de regard un peu désemparé, cadenassé sur une Amérique dont on ne fait plus confiance.
alors que l'Amérique a toujours exprimé cette possibilité de se renouveler, de ressurgir et d'être toujours dans une idée comme quoi le mythe est plus grand que tout. Dans les années 90, c'était différent. Et je le retrouvais dans des films comme ça de la fin des années 90 où ça parlait plus ou moins de cela, et surtout avec un profond nihilisme. Dans The Batman, j'ai eu des moments où je revoyais une certaine Amérique, donc celle des années 90, mais qui était là pour le coup réutilisée pour questionner aussi celle que nous vivons actuellement. Les autorités, effectivement, il y a effectivement un gros souci du rapport qu'entretiennent les gens avec l'autorité, que cela soit même aux États-Unis, en France. Il y a quelque chose qui montre que plus rien ne va. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça soit un lanceur d'alerte qui dise, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que moi, je vois cela autrement. J'ai une autre manière de voir cela qui est beaucoup plus performante, beaucoup plus pertinente que celle du commun des mortels. Mais, en fait, ce lanceur d'alerte voit ce qu'il a envie de voir réellement. Et c'est ça qui est assez passionnant et qui pousse le film. Mais tout comme Batman, d'ailleurs. Tout comme Batman. Et c'est ça qui est assez passionnant. Là, pour le coup, dans ce film, je trouve qu'on est dans une espèce de purgatoire. Complètement. C'est le purgatoire. Ce film, c'est le purgatoire. Il y a cette séquence incroyable dans l'église où j'ai l'impression de voir que des êtres complètement glauques, sans vie, sans âme, rien du tout. Il y a cette séquence de la poursuite où tu le vois Batman surgir des enfers comme il surgit du feu. Il y a cette séquence où Gotham va être noyé. Donc l'eau, ça renvoie à Noé. Il y a un aspect biblique. Et en même temps, ce film, à chaque fois qu'il pose une question qui est en lien avec la société américaine, eh bien, ce film a tendance à toujours détourner le spectateur du regard qui pourrait s'offrir à la base. C'est-à-dire que on croit que c'est un film qui porte sur un aspect biblique. Non, c'est pas que ça. C'est un film qui parle forcément du nihilisme de l'Amérique d'aujourd'hui. Non, c'est pas que ça. C'est un film qui peut-être dit des choses du cinéma américain d'aujourd'hui. Non, ça n'est pas que ça. Et en fait, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est pas que c'est un film qui décide de ne pas prendre, qui n'a pas d'idée. Si, c'est un film qui a une idée qui est très importante. C'est de tout simplement laisser une place importante au spectateur, lui faire confiance, l'intégrer dans le processus de création. Ne plus le mettre de côté et l'obliger à l'asséner d'images qui sont plutôt chocs, plutôt chic. Non. Là, pour le coup, le spectateur, c'est plutôt The Batman, quoi. Mais moi, non, le spectateur, c'est plutôt Bruce Wayne, c'est pas The Batman, c'est Bruce Wayne. Et c'est pour ça qu'on le voit rarement, Bruce Wayne, dans ce film. C'est pour ça qu'on le voit rarement. Et quand on le voit, je vous avouerai qu'à ce moment-là, moi, je m'identifie comme lui. C'est-à-dire, je suis complètement désemparé. Je ne sais plus comment je suis, je ne sais plus comment j'ai envie d'être, je n'en sais rien. Je regarde et je erre parmi ces gens-là. Je suis complètement démuni. Il y a une séquence je ne suis plus qu'un enfant, en fait, finalement, qui doit refaire mon éducation face à ce que je vois, face à ce que l'on me dit. Parce que toutes les informations que le film donne, que peu importe la personne, peu importe le médium, en fait, elles sont obligatoirement à remettre en question. Elles sont obligatoirement à questionner parce qu'elles sont masquées, elles sont obstruées, elles sont floutées. Donc c'est là tout le problème. Mais je te laisse revenir sur la scène. Ça. Il faut constamment remettre en question les choses, en fait. Il faut constamment les remettre en question. Il faut se baser sur les faits. Il ne faut pas se baser sur juste un regard de quelqu'un sur quelque chose. C'est pour ça que le film commence là-dessus. Sur quoi? Qu'est-ce qu'on voit dès le début? On voit quoi? On voit ce personnage qui regarde différemment, autrement, un autre gars dans une maison. Et on voit quoi au début? On voit ce gars qui est en train de jouer avec son fils et sa femme. Puis ensuite, eux, ils partent, ils restent là. Et c'est comment ils le voient. Et c'est ça qui est très beau avec ce film, c'est que ce film dit attention, apprenez à revoir les choses autrement. Ne contentez-vous pas d'un seul regard. Continuez. C'est un film sur le regard. Complètement. C'est pour ça que je trouve que c'est un bel objet de cinéma. C'est un film qui pose des véritables questions de cinéma. Oui. Et donc, comme c'est un film sur le regard,
il ne peut que détourner ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, Bien on sûr. a l'habitude de voir un Batman bodybuildé avec cette voix et non, là, c'est différent. On a autre chose. On a une espèce, effectivement, d'anti-héros qui murmure. Qui murmure. Il y a une séquence incroyable dont je n'ai pas compris le sens, mais qui m'a juste, pour le coup, là, qui m'a achevé. C'est l'une des dernières séquences du film dans laquelle on voit Batman qui, après avoir réussi à sauver certaines personnes de la noyade, essaye d'emprunter un chemin avec une espèce de flamme, et tu as des gens qui le suivent. Je trouve ce moment juste génialissime, avec cette caméra qui regarde de haut cette situation-là. Je me dis, mais alors là, d'accord, donc est-ce que ce serait un guide? Mais pourquoi ce serait un guide? Parce que là, en même temps, ça remettrait en question pas mal de choses que je vois dans le film. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de réponse à ça. Peut-être que aussi on est dans un parcours initiatique pour le personnage de Batman aussi, enfin de Robert Pattinson, enfin Bruce Wayne Batman. C'est-à-dire que il est dans une vue obstruée depuis le début. En fait, le film l'identifie clairement au personnage du Riddler et des Riddlers, enfin des terroristes qu'il y a dans le film. Et pendant tout ce film, nous sommes à l'intérieur de sa perception, nous voyons les choses de son point de vue, ainsi que de celle du Riddler, en fait, car les deux sont dans l'erreur, les deux sont masqués, les deux n'y voient rien. Et ils prennent dans les informations ce qu'ils veulent. On a par exemple cette vision du père de Wayne, qui d'un côté est vu par Batman comme un enfant de cœur, c'est ce qui est dit directement dans le film, et de l'autre côté, on a le Riddler qui le voit comme un candidat à la mairie, corrompu, qui a fait tuer un journaliste qui avait découvert la vérité. Or, ces deux versions sont remises en question, et en fait, finalement, la solution se trouve peut-être, et même très très certainement, au milieu. Et donc, tout le film, c'est ça, c'est comment Batman, en fait, fait l'expérience de l'échec de sa perception. Et il le fait grâce à un personnage, c'est le personnage je crois, de Catwoman, de Selina Kyle, à qui il donne son regard lors d'une séquence où elle est dans le club et où elle met des lentilles. Et où, en fait, déjà, il la possède d'une certaine manière par le regard, mais aussi, il se rend compte lors de ce jeu de regard que crée la scène, que lui, en fait, a une vision erronée des choses, et il s'en rend compte lors d'un génialissime chant contre chant qu'il y a, je crois, à la fin de cette séquence dans le miroir, lorsque Robert Pattinson pense que le personnage de Zoé Kravitz a une relation avec le personnage de John Turturro. Et en fait, il y a cette question du reflet, en fait, je crois, qui revient dans le film, où en fait, est-ce que ma cause est juste? Est-ce que je la mène bien? Parce que c'est ce qui va arriver en fait à la fin, où en fait, il va avoir l'un des soldats Riddler qui va dire à commissaire Gordon, qui lui pose la question de son identité, il va lui dire « Je suis vengeance ». Comme ce qu'est Batman, en fait, se considère Batman, parce que le Batman, le titre du film, c'est The Batman, mais en fait, le personnage ne s'appelle pas Batman dans le film, il s'appelle Mr. Vengeance. Et à la fin, donc, de ce film, après qu'il y ait eu cette scène du guide, on a le retour de cette voix off, qui était la voix off un peu programmatique du film et du rapport de Pattinson. Qui me faisait peur au début du film. J'avais un peu peur. Oui, carrément. Quand il y a cette voix off qui arrive, je dis, bon, ça, on est dans un programme pour CE2. Ça ne va pas aller très loin, cette histoire. Mais c'est son côté enfantin. C'est son côté enfantin, et c'est comme si à la fin il refermait son livre avec cette voix off où il avait fini son journal intime et que maintenant il en a plus besoin, il connaît le monde. Et il y en a justement donc cette voix off qui dit à la fin avant j'étais la vengeance, mais c'était la mauvaise voie. J'ai un impact, je pensais pas avoir un impact de cette manière, mais en fait je suis là pour élever les gens, les aider, leur faire voir ce qu'il y a dans l'image, leur faire percevoir ce qu'il y a et ne pas détourner le regard. Je crois que c'est ça, et ça se passe donc au travers du personnage de Catwoman, je pense, qui éveille le personnage de Bruce Wayne, qui le rend adulte. Et je le dis parce que le film se termine comme ça, sur la séparation entre les deux sur la route,
où un réalisateur moyen, en fait, qui ne comprendrait pas ça, cette question du regard, aurait terminé sur le stadium et sur le haut du stadium avec la foule et Batman qui aide tout le monde. Non, Matt Reeves, lui, il choisit de faire terminer le film sur cet échange de regards entre Pattinson qui regarde vers le loin et qui regarde aussi en arrière dans le rétroviseur et dans ce futur, dans ce mirage qui ne peut pas exister. Et donc, il choisit de terminer comme ça sur le regard de Batman, parce que c'est ce qui se passe. C'est le regard de Batman. Le regard de Batman qui regarde dans un reflet et Batman qui regarde vers le loin. Et je crois que c'est ça le film. C'est Batman qui maintenant comprend son combat, comprend ce qu'il fait et aussi n'agit pas par vengeance, par émotion, mais qui est plus un être de raison finalement à la fin de ce film-là. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Dans ce film, c'est la manière dont Matt Reeves, en fait, aussi convoque certaines influences cinéphiles. Alors, moi, j'ai pas été grandement marqué par ce que tout le monde dit par rapport à David Fincher, même si, évidemment, il y a des choses à en dire. Il y a de la pluie, il y a de la pluie. Voilà, il y a la lumière orangée. Voilà. Mais je crois que moi, j'ai plus vu une influence d'un certain cinéma italien. Et j'ai beaucoup pensé, en fait, à Antonioni et Argento, avec notamment deux films, c'est Blow Up et Profondo Rosso, parce qu'ils sont convoqués dès l'ouverture du film, avec un genre, je pense en particulier, c'est le giallo, qui est convoqué par ses couleurs, le rouge, par le fétichisme des armes, et cette arme tranchante qui est l'outil pour enlever la moquette. On a ces costumes, des personnes vêtues qui sont cachées avec des gants et qui sont aussi et d'ailleurs la mise en place de cette première séquence du film rappelle tout à fait le giallo, avec le personnage du Riddler qui se cache derrière le maire et qui apparaît lorsque le maire se déplace, ce qui est clairement une vision qui est très proche de celle du giallo. Et j'ai même pensé à Argento avec un moment dans l'esprit de Caïn, lorsque l'on voit c'est le dernier plan du film, lorsque l'on voit un certain personnage revenir un peu d'outre-tombe. Tu veux dire De Palma. De Palma, je voulais dire, oui. Et puis surtout, on a la citation directe des Frissons de l'angoisse de Profondo Rosso, avec le jeté de l'arme du crime dans la première scène, qui fait également, qui fait directement référence à l'un des plans d'ouverture du générique de Profondo Rosso, où on voit les pieds du gamin et le couteau qui arrive au premier plan, avec cette mise au point qui se raccorde comme ça sur l'arme du crime, qui vient quasiment entrechoquer l'objectif de la caméra. Et puis, comme tu le disais, Samir, de toute façon, le film met cette question du point de vue, du voyeurisme qui est central du cinéma italien, et du cinéma italien de cette époque-là, de Antonioni et Argento, si je puis dire, avec cette question de la lunette de sniper. Et c'est cette question qui va revenir tout au long du film, jusqu'à la scène, qui est la scène un peu iconique des deux films que je cite, à savoir le moment où en fait la moquette va être retirée, et c'est dessous qu'on va trouver l'image manquante, celle que l'on cherche depuis le début. Quel est le plan finalement véritable de ce Riddler? Eh bien, c'est la scène de la peinture dans le manoir, dans la villa, dans Profondo Rosso, lorsqu'il gratte le mur pour trouver la peinture. Et c'est évidemment lorsque David Hemmings, d'un autre côté, après avoir pris toutes ces photos, essaye de recomposer le puzzle. On a ces mêmes types de séquences-là. Et comme je le disais, donc depuis le début, avec toutes ces influences gialesques, on va dire. Voilà, donc le film m'a beaucoup intéressé à ce niveau-là. Et pour reconstituer le morceau du puzzle, David Hemmings a besoin de revoir plusieurs fois cette photo et donc de décortiquer constamment. Ouais. Et donc, à chaque fois, en regardant cette photo, il trouve quelque chose, parce que ce qu'il a trouvé traduit aussi ce qu'il a vécu entre-temps. Et je trouve ça très beau que dans ce film... Et la question du traumatisme, j'ai pas dit, mais la question du traumatisme. Et je trouve ça très beau dans The Batman qu'à un moment ou un autre, Bruce Wayne, pour essayer d'approcher vraiment la vérité, à ce moment-là, se démasque, plus ou moins. C'est une Amérique complètement démasquée, à nu. C'est une espèce de Dorian Gray, mais en version Batman, qui arrive et qui va vers celui qui est censé représenter le mal américain par excellence. Et c'est en fait le mal américain qui lui dit, le mal MAL, qui lui dit en gros ce qu'il en est, quelle est réellement la vérité. Et je trouve ça très intéressant de travailler dans cet aspect-là,
que cette Amérique a besoin aujourd'hui, effectivement, d'être complètement démasquée, d'être à nu. Dans quel état elle sera, cette Amérique, si elle se met vraiment à nu? Ça, je n'en sais rien, mais ce ne sera pas beau à voir. Mais qu'il faut aussi qu'elle accepte de tous les regards que compose cette Amérique, qu'elle soit des regards des mythes fondateurs, mais aussi de celles et ceux qui sont censés représenter la gangrène, bref, de tous. Et fort de tous ces regards-là, ça donnera des faits et ça pourra permettre des choses d'avancer. Je trouve que c'est assez incroyable que, dans un premier temps, il ait besoin d'avoir une vérité de la part du mafiosi, mais qu'ensuite, cette vérité soit, comment dire, un peu plus développée par Alfred, qui représente autre chose aussi. C'est toujours une histoire de regard. Et c'est ça qui est assez passionnant, c'est comment aujourd'hui l'Amérique se regarde. Est-ce qu'elle se regarde en acceptant la quintessence même de l'iconisation? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas forcément des choses qui font peut-être avancer. Ou est-ce qu'elle accepte de se regarder entièrement dévoilée? Et donc, ça donne des moments incroyables, quoi. Et ce film regorge pour moi de moments vraiment incroyables. Et la séquence de l'église, encore une fois de plus, j'ai vraiment, elle est assez impressionnante de gothique. Je veux dire, c'est pour le coup, et c'est très drôle parce que ça m'a rappelé un film français qui n'a strictement rien à voir. Mais ça m'a rappelé la séquence d'ouverture de La Reine Margot de Patrice Chéreau, où j'avais cette impression, cette sensation fragile de voir un monde complètement en décadence, et surtout de voir dans cette église où allait se faire le mariage entre Margot et Henri IV, quelque chose de l'ordre du purgatoire, comme si c'était en attente d'aller quelque part. Et finalement, le film montrera que on ira dans les enfers. Cette séquence-là, cette ambiance-là, du temps suspendu où quelque chose va peut-être arriver, je l'ai retrouvé dans la séquence de l'église dans The Batman. Et je me dis qu'il y a quelque chose. Je ne m'y attendais pas de la part de Matt Reeves, même si dans Cloverfield, il parlait beaucoup d'une espèce de nihilisme, et avec cette histoire d'amour, et il arrivait comme ça à conjuguer le passé, le présent par le biais de la caméra. Mais là, c'est pour le coup, The Batman continue encore de m'intriguer jusqu'à aujourd'hui. Je commence, ça me pose des questions. C'est pas le chef-d'œuvre de l'année, mais c'est vrai que c'est un film qui est détonnant, je trouve. Est-ce que Valérian, tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Moi, je voudrais revenir sur le plan que tu avais évoqué, Samir, le plan du dessus. On le voit avec la torche et tout ça. Oui. D'après toi, qui regarde? Et oui, mais je me suis posé la question, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous? Au Riddler, qui sont suspendus par les câbles. Ceux qui ont été tabassés et laissés dans le vide. Quand Batman se bat... Non, ils sont pas morts. Ils sont pas morts, ils sont juste assommés, ils sont suspendus. Aucun n'a été tué par Batman. Mais alors, il y a aussi les autres. Ils les suspendent dans le vide, et eux, du dessus, voient cette image. Mais il y a aussi les autres. Il y a aussi... parce que quand Batman va les sauver, il laisse en plan le commissaire Gordon. Il y a aussi qui d'autre qui laisse en plan? Est-ce que Catwoman, tu vois, eux sont là, eux aussi, je veux dire. Et je me dis... c'est une vue qui revient aussi à un autre moment dans le film. Il y a 2 fois, je crois, où il y a une vue zénitale. En tout cas, il y a une plongée assez avancée au tout début du film. C'est le 2e plan du film. Lorsque le Riddler s'est infiltré à l'intérieur, on a une vue obstruée comme ça, avec seulement un faible passage dans la maison du maire en fonction au début du film. Et puis, on a un plan zénital au moment où le procureur est attaqué par le Riddler dans sa voiture aussi. Oui. Donc, je crois que c'est peut-être à lier au moins, en tout cas, ces 2 vues zénitales-là, qui sont quand même très, très marquées. Elles sont posées à ce moment-là. Je sais pas encore. C'est vrai que c'est un film qui, moi, me questionne quand même sur pas mal de points encore. Parce que en fait, là, même c'est ce que je disais par rapport à un certain cinéma italien, j'ai été pris aussi par un cinéma que j'aimais et que j'ai retrouvé dedans. Autant que d'autres, on aurait pu parler de William Friedkin ou de Pakula, par exemple.
Enfin, ou du cinéma un peu de Fincher. On aurait pu parler de Fight Club, qui est un film, je vois aussi, qui est peut-être plus puissant dans l'esprit de Matt Reeves que Zodiac ou Seven, parce que finalement, le tueur du Zodiac qui revient avec le Riddler, enfin, c'est pas un tueur de film, hein, c'est un tueur, je veux dire, qui a marqué profondément l'Amérique et son imaginaire par la suite. Mais c'est un film qui mérite encore de... Jules, pour moi, le Zodiac, l'influence de Zodiac, ce n'est pas forcément les énigmes du Zodiac ou le tueur en lui-même, c'est l'expérience de la durée. Oui. Pour moi, l'influence de Zodiac, elle est là. C'est l'expérience de la durée sur le spectateur, sur l'agonie des acteurs, enfin des personnages actifs dans le film, de ne pas trouver de solution, et l'expérience de la durée sur le spectateur. C'est là où il y a quelque chose qui est en rapport. Parce que moi, quand j'avais vu le Zodiac, j'étais épuisé à la fin du film parce que le film faisait un surplace colossal et c'était complètement voulu. La durée anormale du film était complètement voulue pour essorer le spectateur. Et cette impression, je l'ai eue aussi quand j'ai vu The Batman. En plus d'un film qui prend un temps très important pour, comme vous l'aviez dit, nous envoyer sur de fausses pistes, incluant même des fois des scènes d'action, pour finalement nous dire ah ben finalement vous avez mal compris l'espagnol, bande de cons. Et tu te dis en fait on a passé 15 minutes à aller dans un endroit qui n'était pas le bon, et le film s'offre le luxe de le faire. Mais c'est un film quand même. Ça c'est formidable, je trouve. C'est quand même un film qui revisite aussi quelque chose de fondateur que Jules me disait hors caméra. Et je vais le laisser en parler par rapport à l'une des dernières séquences où le personnage joué par John Turturro se fait assassiner. J'aimerais que ce soit toi qui en parle de cela parce que c'est quand même toi qui m'en as parlé et tu as entièrement raison. Et ça revisite cela aussi. Oui, ben en fait, c'est le film qui est traversé par cette image, hein, mais pas que cette image. Je crois que le film, il retraverse tout l'imaginaire américain un peu d'une certaine manière. Alors je vais venir à cette idée que tu dis, mais par exemple quand on voit Colin Farrell, on pense alors Matt Reeves dit que c'est une inspiration du personnage de Fredo dans Le Parrain. Moi quand je vois le jeu de Colin Farrell, je pense directement à De Niro. En Al Capone dans Les Incorruptibles. Je vois Cécile B2000 avec ce plan dont on parlait avec le guide en mode Moïse. Je vois énormément de références cinématographiques dont on a quelque peu parlé. Et d'ailleurs, je crois qu'aussi c'est un des questionnements que le film apporte. En fait, il faut revisiter le passé pour le comprendre et pour aller de l'avant. Mais on a surtout cette image qui insuffle le film, qui lui met toute sa paranoïa et qui ramène la question du voyeurisme qui est centrale dans le film, parce qu'il y a 2 scènes de voyeurisme notamment qui sont très importantes, savoir la séquence d'ouverture avec ce plan d'ouverture dans la lunette de Sniper. Et on a ensuite la vue de Batman qui, au travers de ses jumelles, observe le personnage de Selina Kyle. Et même Batman avec les lentilles. Moi, je dirais que c'est aussi le voyeurisme qui est pire. Et qui est pire. Bah oui, c'est ça, je le disais tout à l'heure, possédé par le regard, hein, littéralement. Là, on est à un autre niveau. Mais c'est des moments où, en fait, Batman qui, outrepasse ses fonctions de justicier, en fait, pour un plaisir purement fétichiste. Et c'est à ça qu'il est très proche aussi du Riddler. Ça pourrait être aussi une piste de lecture aussi sur cette vision paranoïaque du film. C'est ce que je disais beaucoup à des amis. Je pense que si le film n'était pas du point de vue de Pattinson, parce qu'on ne lâche pas quasiment pas le point de vue de Pattinson. Il y a une scène dans le film où on est du point de vue de Selina Kyle, sinon on est tout du point de vue de Pattinson. Mais je crois que le Gotham qu'on voit dans le film est beaucoup plus noir que le Gotham en fait qu'il y aurait s'il était filmé par une vue autre, une vue on va dire objective de la réalité. Mais pour revenir donc à cette image dont tu me parlais, Samir, il y a cette scène donc à la fin du film où le personnage de John Turturro se fait tuer et il se fait tuer par un sniper qui est posé sur une fenêtre en hauteur. Et là directement, évidemment, on pense à John Fitzgerald Kennedy. Et à cet assassinat, en fait, qui est, on va dire, l'élément choc qui a véritablement bouleversé l'Amérique, qui l'a fait passer dans un nouveau cap et qui a mené toute la génération de cinéastes aussi qui a inspiré Matt Reeves pour faire ce film, à savoir donc 1963, assassinat de Kennedy, et arrivé par la suite du Nouvel Hollywood, qui est inspiré entre autres par cette image-là, par cette paranoïa-là, et que l'on retravaille sur ce moment où Matt Reeves, en fait, tue
fait tuer le personnage de John Turturro sous la lumière. Et je crois que c'est important parce que c'est l'énigme du Riddler qui l'amène là comme une sorte d'enquête un peu cinématographique. Hein. Le film est dans ce questionnement, et c'est pour ça qu'on pouvait le rapprocher de Murnau avec Nosferatu, du questionnement de l'ombre et de la lumière, et qui finalement sont les questionnements du cinéma, parce que sans lumière, on n'a pas de cinéma. Et ce qui se passe, c'est que donc le Riddler fait emmener le Batman et donc Turturro là sous la lumière, et c'est une lumière grésillante, un peu proche d'une lumière stroboscopique presque. Et on a donc cette idée, moi, c'est directement à ce à quoi j'ai pensé. J'ai peut-être pas eu encore le temps, j'ai pas eu le temps pour avoir un petit peu de maturation avec cette idée, mais j'avais quelque chose de l'ordre de la persistance rétinienne qui m'est arrivé directement en tête lorsque j'ai vu cette séquence avec la mort de Turturro. C'est ça, c'est la mort de Kennedy, et pourquoi, et je me pose la question du pourquoi Matt Reeves l'amène sous la lumière avec cette lumière qui grésille, parce qu'elle pourrait ne pas grésiller. Et donc j'ai cette image comme ça qui revient, et qui donc aussi inspire tout l'état d'esprit, je crois, du Batman. Parce que Batman, le personnage parano par excellence, qu'on retrouve dans ce film, et qui est donc la suite de tous ces personnages parano qu'on découvre dans tout le cinéma américain à partir de cet événement-là. On pourrait se poser la question de savoir si les dernières secondes, les dernières microsecondes de la vie de Turturro, est-ce qu'à ce moment-là, ce serait plutôt Pattinson qui s'imagine lui, enfant, en prenant dans ses bras son père en train de mourir aussi. Il y a comme ça une espèce de connexion, parce que c'est vrai que c'est très intriguant qu'à ce moment-là, c'est un mafieux, mais il y a comme ça les 2 dernières secondes où Turturro a une manière de mourir qui lui donne un autre sens. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à dire et à redire sur ce film. Oui. Peut-être. Et puis encore Hopper. Pour ça que je parlais d'Argento aussi, mais bon, la séquence où on découvre le Riddler, on nous ressort Nighthawks, je dirais même le Blue Bar de Profondo Rosso. Donc, les faits sont là, messieurs. Et puis un film dans lequel il y a Nirvana, c'est toujours aussi intéressant. Ça, c'était ma critique. Critique. Merci Jules, merci Valérian. Je rappelle, nous avons donc parlé de 3 films. Nosferatu, réalisé en 1922 de Murnau, qui donc fête les 100 ans de sa naissance. C'est pour ça qu'on en a parlé. Le film est disponible partout, vous pouvez y aller. Lettre inachevée, sorti depuis le 2 mars, ressorti de Mikhail Kalatozov, un film de 1960 que vous pouvez trouver en DVD et dans quelques salles de cinéma actuellement. Il faut regarder. Et le dernier film, et non des moindres, The Batman, le dernier film de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle titre. On a esquissé comme ça quelques pistes. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part de vos observations, et on développera bien évidemment via nos réponses. Jules, Valérian, merci beaucoup. C'était un plaisir une fois de plus de vous écouter. On se retrouve dans à peu près une quinzaine de jours si tout se passe bien. Et d'ici là, je vous invite, celles et ceux qui nous ont regardés, à aller sur leur chaîne. Il y a encore des choses qui se font, qui se passent. Et encore merci à vous deux. C'était un plaisir. Merci à vous les gars. Merci à toi Samir pour l'invitation. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.